L'engouement pour la Ligue nationale de hockey se propage. De nouveaux visages apparaissent. De nouvelles rivalités voient le jour. De grands joueurs entraînent dans leur foulée de grandes équipes. Des héros teintent de leur courage un sport qui nous fait bondir. Mais la tradition perdure. Les 6 équipes d'origine mènent la charge. Montréal et Toronto deviennent des dynasties. La compétition est féroce, mais comme toujours, le talent ne suffit pas. Le cran, la détermination, la volonté farouche de gagner, telles sont aussi les qualités qui traceront le sentier de la gloire. La grandeur est le privilège d'un petit nombre. Ceux-là qui s'expriment non seulement avec leurs bâtons et leurs patins, mais avec leur corps et leur âme. Je vais toujours me rappeler, j'ai même des photos dans la tête qui sont imprimées, puis j'espère que je les oublierai jamais. On voyait mon père, il allume la lumière, puis là, il arrose la glace le soir avant. On jouait en pleine rue sous un lampadaire. Chaque fois qu'une voiture passait, elle écrasait le banc de neige qui servait de but. On engueulait le conducteur et la partie était retardée jusqu'à ce que le but de neige soit refait. On mettait nos patins à la maison et on se rendait à l'aréna en empruntant les ruelles. On y passait la journée. Mon père a décidé de construire une patinoire dans la cour. Il pouvait de la maison me regarder patiner. Je patinais tout mon sou et lui restait au chaud. Ma mère a eu l'idée de me faire porter les patins de mon grand frère Jean-Marie. Alors, il était beaucoup trop grand. Alors, elle a décidé de prendre mes bottines de neige, mettre les bottines dans les patins, puis les serrer comme il faut, puis m'envoyer patiner dehors, ouvrir la porte, puis dire « Va jouer, va jouer ». Il pouvait faire 30, 40 en bas de zéro, 20 en bas de zéro, tempête de neige, rien ne pouvait nous arrêter. Il fallait aller jouer au hockey. À midi, ma mère préparait des sandwichs pour tout le monde. Il n'était pas question d'enlever nos patins. On grimpait de peine et de misère jusqu'en haut de l'escalier, on avalait les sandwichs et on retournait patiner. On patinait sur la rivière avec nos bâtons et une bague. À l'époque, on n'avait pas de rondelles. On patinait pendant des heures sans s'arrêter. Il faisait si froid qu'on avait le nez et le bout des oreilles gelés, mais il n'était pas question d'arrêter. On avait les pieds gelés quand on rentrait à la maison. On se mettait à pleurnicher en jurant que le patin, c'était fini. Mais dès qu'on avait les orteils dégelés, on remettait ça. Mon père ne voulait pas que je joue au hockey parce que les rondelles ne nourrissaient pas son âme. Il disait « Trouve-toi un travail » et il me forçait à rester à la maison pour étudier. Je m'esquivais en cachette et je passais par la porte de la réserve de charbon pour jouer au hockey pendant un bout de temps. Un jour, il m'a pris en flagrant délit parce que j'avais laissé la porte de la réserve ouverte. Il m'a fait ramper 3 ou 4 fois sur le tas de charbon. J'avais le visage barbouillé. Il m'a dit « Ça t'apprendra », mais je lui ai dit que je voulais toujours devenir hockeyeur professionnel. Alex Delvecchio joue au hockey junior pour les Hurricanes de Fort Williams, sa ville natale, sous l'entraîneur Larry O'Reilly, un ancien des Red Wings. Après une saison à Oshawa, il prend la route de Détroit pour y rencontrer Jack Adams. Il m'a dit, il faut d'abord que tu signes ça. C'est un règlement de la Ligue ou quelque chose du genre. J'ai signé sans poser de questions. J'ai découvert plus tard que c'était le contrat type d'un joueur de la LNH et que je touchais le salaire minimum. Il n'y a pas eu l'ombre d'une négociation. Et puis après, je voulais prouver à mon père que je pouvais gagner ma vie à jouer au hockey dans la Ligue nationale.
À Détroit, Fats Del Vecchio entreprend son règne comme homme de fer des Red Wings. Sa carrière sera l'une des plus longues et fructueuses pour un joueur à l'emploi d'une seule et même équipe. Rookie Alex Del Vecchio passing out to Metro Presti, who gives McNeil no chance in the 10-foot shot to the corner. Del Vecchio contribue à faire de Détroit une équipe du tonnerre, en jouant au centre de la célèbre production line entre Gordie Howe et Ted Lindsay. Fats se défonçait à chacun de ses tours sur la patinoire. Il travaillait fort, mais ça ne paraissait pas. Il fallait jouer contre lui pour comprendre qu'il était l'un des joueurs les plus dangereux de son équipe. Il avait un talent incroyable. Il ne ménageait pas ses efforts. C'était un grand joueur qui aimait marquer des buts. Et il le faisait très bien. On aurait dit un magicien avec la rondelle. On pensait le contenir, mais il avait le don de continuer sur sa lancée. Comment il s'y prenait, je ne l'ai jamais compris. Quel patineur il était et quel talent! Pour moi, arbitre, c'était un plaisir de le voir à l'œuvre sur la patinoire. Il était inlassable. Il décrivait des cercles, parfois petits, mais sans jamais s'arrêter. Del Vecchio était l'un des rares joueurs à donner l'impression qu'il est facile de jouer au hockey. Il jouait avec Gordie la plupart du temps et il s'entendait très bien. On s'est bien entendu tout de suite. On savait où aller. Quand il était dans le coin, je tentais de me placer devant le filet pour recevoir une passe. Bob Goldham et d'autres gars sur le banc disaient « Refile la rondelle à Gordie, il va faire le reste ». Je n'ai jamais oublié ça. Fats était le méconnu du trio. C'était un grand fabricant de jeux. Il se débrouillait pas mal lors des mises en jeu. Il écoulait les punitions. Il jouait pendant les avantages numériques. Il n'a pas eu le mérite qui lui revenait, sauf de la part de ceux qui ont joué avec lui ou contre lui. Del Vecchio a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey. Alex se retire en 1974 avec 3 Coupes Stanley, 3 trophées Lady Byng et une carrière remarquable de 24 années avec les Red Wings de Détroit. Nous avons placé les bustes des 10 plus grands joueurs de l'histoire des Red Wings de Détroit dans le vestiaire. Ce sont de merveilleux bustes en or de joueurs membres du Temple de la Renommée. Alex Del Vecchio est l'un d'eux, bien sûr. Je n'ai jamais joué au hockey dans l'espoir de voir mon chandail suspendu au plafond du Joe Louis Arena ou d'être intronisé au Temple de la Renommée. Je voulais juste jouer au hockey de mon mieux et contribuer au succès de l'équipe. Pour moi, tous les autres honneurs sont comme des bonnies. Le 20 février 1974, Tim Horton saute sur la glace du Maple Leaf Gardens dans l'uniforme des Sabres de Buffalo. Toronto, son ancienne équipe, est maintenant l'ennemi. Quelques heures plus tard, en route pour Buffalo, sa voiture quitte la chaussée et il trouve la mort. Ce soir-là, le hockey perd une vraie légende. Timmy Horton a été le meneur à Toronto avec sa force, son habileté, son savoir-faire. Il nous a quittés en pratiquant le sport qu'il aimait. L'argent n'avait pas d'importance pour lui. Ses priorités, c'était la famille et l'équipe. Je n'ai jamais rencontré une meilleure personne que Tim Horton. C'était un gars phénoménal. Un grand joueur de hockey, mais une personne plus remarquable encore. Je ne pourrai jamais exprimer ce que Timmy signifiait pour moi. Je souhaite à tous les joueurs d'avoir un Timmy Horton. Nous étions de très bons amis.
Il avait une excellente attitude, toujours de bonne humeur, et il aimait vraiment jouer au hockey. Pour Tim Horton, tout commence par une bourse pour le Collège St. Michael's de Toronto. Pour un joueur de sa trempe, c'est un passeport pour la Ligue nationale de hockey. À le regarder dans l'uniforme du St. Mike's, j'étais étonné par sa force et son coup de patin. St. Mike's n'était pas une très bonne équipe, et on aurait dit qu'il ne quittait jamais la patinoire. Il a été capable de faire chez les pros dans la Ligue nationale ce qu'il faisait chez les juniors, c'est-à-dire dominer le jeu. Horton est un défenseur solide, également capable de marquer des buts. Mais on se souvient surtout de lui pour sa force extraordinaire. Chez lui, il avait des haltères que je me contentais de rouler. Je pensais même pas à les soulever, mais pas lui. Tout le monde sait combien une traverse de chemin de fer est lourde. Eh bien, Tim s'amusait avec comme si c'était des cure-dents. Le gars pouvait soulever un baril de 40 gallons tellement il était fort. Le joueur le plus fort de l'histoire de la Ligue nationale. Dieu merci, c'était un bon diable. Tim Horton t'entraînait dans le coin de la patinoire et il t'emprisonnait dans ses bras. Il te disait « Tiens-toi tranquille ». Et toi, tu te disais « Sortez-moi d'ici ». Bobby Hull, à l'époque, était réputé le joueur le plus fort de la Ligue. Il lui arrivait de tenter de contourner Tim Horton en se faufilant entre Horton et la bande. Horton étendait le bras droit et il coupait Bobby Hull dans son élan. Faut le faire. Il était capable de frapper l'adversaire. Dur mais propre. C'était un défenseur idéal. Quel défenseur il était devant moi. Il était tellement fort, on aurait dit Superman. Il se déplaçait aussi très bien devant le filet. Le hockey n'est pas l'unique passion de Tim Horton. Entrepreneur dans l'âme, il ouvre un comptoir de beignets. Pour attirer la foule, quoi de mieux que d'y faire signer des autographes à ses coéquipiers? Il m'a proposé d'y aller, j'ai accepté. 25 $, c'était pour nous une bonne somme à l'époque. On a passé 3 heures à signer des autographes sans arrêt. Après, il s'est mis à payer tout le monde en argent comptant. Quand mon tour est venu, il m'a dit « Je n'ai plus d'argent, je vais te payer demain. » Je lui ai dit « Timmy, il me faut l'argent. » Et il m'a répondu demain dans le vestiaire et il claque les talons sans me donner les 25 $. Le lendemain, en entrant dans le vestiaire, j'aperçois 18 boîtes de beignets avec un écriteau. En remboursement de votre présence au comptoir Tim Horton. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout le monde est reparti avec une boîte de beignets. Les années 60 sont la période de gloire des Maple Leafs. À Toronto, Tim gagnera 4 Coupes Stanley, la dernière en 1967. 3 ans plus tard, Horton devient un Ranger de New York. Après quoi, il passe à Pittsburgh et finalement à Buffalo. Mais où qu'il joue, Tim Horton laisse une image qui dépasse ses simples talents de joueur. C'était une personne qui attirait tellement le respect. S'il t'aimait, tu étais comme sur un nuage. Je suis désolé qu'il ne soit plus là. Je suis sûr qu'il trouverait amusant de voir son nom sur les comptoirs de beignets et de constater la réussite de l'entreprise. Un journaliste m'a dit un jour, « Tu sais que tu n'es pas immortel. Tu serais dans le hockey depuis 50 ans. À ta mort, que voudrais-tu qu'il soit écrit sur ton épitaphe? » J'ai dit 4 mots, lesquels il s'est battu. Mon père est décédé quand j'avais 7 ans, en 1933. Une rondelle coûtait 5 cents et un bâton 25 cents, et je n'avais ni l'un ni l'autre. Dans sa Saskatchewan natale, le jeune Emile Francis adore le hockey. Mais dans un championnat scolaire, on refuse de donner la coupe à son équipe sous prétexte qu'Emile a retardé le jeu en tirant la rondelle dans un banc de neige. Son institutrice, Sir Bertram, prend alors une mesure radicale en faveur de son équipe.
Nous sommes allés à l'école Connaught en taxi. Elle a frappé à la porte du principal. Il lui a demandé « Que puis-je faire pour vous ce matin, Sir Bertram ?» Elle lui a dit « Nous avons gagné et en toute justice, je veux qu'on nous donne le trophée. » Il lui a remis le trophée. Nous avons repris le taxi et nous sommes revenus à l'école. À la récréation, elle a réuni tout le monde et a dit « Nous avons gagné le championnat. Vous êtes libre pour l'après-midi. » À compter de ce jour-là, j'ai compris qu'il était payant de gagner. Devant le but, Émile est un compétiteur féroce. Et quand le recruteur des Red Wings de Détroit lui fait signe, il montre qu'il sait aussi être dur hors de la patinoire. Il avait un sac plein de vestes en gabardine des Red Wings de Détroit. Il m'a dit « Tu es sur notre liste de négociation. Si tu signes ce formulaire A, ton nom sera rayé de la liste et inscrit sur la liste de réserve, ce qui te permettra de participer au camp d'entraînement. » Je l'ai regardé et lui ai dit « Je veux plus que ça. » « Que veux-tu dire, plus que ça? Je joue avec des patins à tube et je vais signer seulement si vous me donnez des patins de gardien. » Il m'a dit « Je ne peux pas faire ça. Il faut que j'en parle au patron. » Je lui ai dit « Très bien, mais pas de signature sur les patins de gardien. » On s'est revus à peu près un mois plus tard. Il avait la veste en gabardine et les patins de gardien. Émile obtiendra sa vraie chance avec les Blackhawks de Chicago. Mais même avec le support de son entraîneur Charlie Conacher, la réalité de la Ligue nationale l'a vite rattrapé. Il m'a dit « Tant que je serai l'entraîneur de cette équipe, tu seras notre gardien de but. » Je retourne alors à Chicago et j'envoie mes vêtements chez le nettoyeur. Mais le téléphone sonne aussitôt. C'est Bill Tobin qui me dit que je viens d'être échangé aux Rangers de New York. Je lui dis « Tu ne peux pas m'échanger. » Il répond « Comment ça, je ne peux pas t'échanger? » J'ai dit « Je viens tout juste d'envoyer mes vêtements chez le nettoyeur. » Il me dit « Tu les ramasseras lors de ton prochain voyage à Chicago. » C'est devant le filet des Rangers de New York qu'Emile Francis fait ses débuts au Madison Square Garden. Après sa retraite comme joueur, il revient à New York, cette fois comme directeur général adjoint. 2 ans plus tard, en 1964, il occupe le poste de grand patron. Je le connais depuis 40 ans. Je ne l'ai jamais vu s'énerver. Émile était différent. Il donnait l'impression d'un type au courant de la situation, toujours aux commandes. Quand Émile était le patron, ça se savait. En fait, le personnel l'appelait le boss. Mais c'était un bon boss. Il savait comment diriger. Il n'avait peur de rien. Il était dur, mais juste. Il n'avait qu'une parole. Si tu concluais un marché avec Émile, s'il te faisait une promesse, tu savais que sa poignée de main avait plus de valeur qu'un contrat en bonne et due forme. Pour avoir du succès comme entraîneur, il faut avoir le respect de ses joueurs. Mais pour gagner le respect des joueurs ou de tes collègues de travail, il faut que toi-même tu les respectes. Et il faut respecter le sport qui te fait vivre. Émile sera entraîneur ou directeur général des Rangers pendant 10 années. Et en 1972, il mènera son équipe à la finale de la Coupe Stanley. Par la suite, Émile est allé à Saint-Louis. Le club n'avait pas un sou et il lui est arrivé de payer de sa poche les fabricants de bâtons pour aider financièrement la concession. C'était un homme remarquable. Je pense qu'on n'a pas toujours reconnu son mérite pour la bonne raison qu'il n'était pas dans le hockey seulement pour l'argent. Pour lui, c'était une passion. Où peut-on aller pour assister à 60 minutes d'action? Où? Au hockey, quand le jeu s'arrête, le cadran s'arrête aussi. Au hockey, on te met dans une enceinte de 200 pieds de long sur 85 pieds de large. Tu ne peux pas te défiler. Tu dois encaisser une mise en échec ou en appliquer une. Au hockey, un homme ne peut pas gagner le match à lui seul. C'est un sport d'équipe. Tous pour un pour tous. Il n'y a pas de moi, seulement des nous. C'est pourquoi c'est le plus grand des sports. Je n'ai pas gagné la Coupe Stanley. Mais le hockey n'est pas qu'une affaire de trophées. Quand j'étais en 7e année, l'instituteur a fait le tour de la classe pour demander à chacun ce qu'il voulait faire plus tard. Je lui ai répondu, pas ce que je voudrais faire, mais ce que je vais faire.
Je veux être un gardien de but dans la Ligue nationale. Bien sûr, toute la classe est esclaffée. Eddie Giacomin ne perdra jamais de vue son rêve. Mais à l'adolescence, il subit de graves brûlures aux jambes. Selon les médecins, il pourrait bien ne plus jamais jouer au hockey. Mais Eddie insiste. Il participera au camp d'entraînement des Reds de Providence. Je me disais que j'étais fichu, que c'était la fin de ma carrière, de tout ce à quoi j'avais rêvé. J'étais alité quand le médecin m'a annoncé une nouvelle épouvantable, à savoir que je serais incapable de marcher pendant 1 an. J'ai dit à mon frère, « Rolly, je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. » Eddie sent que c'est sa dernière chance. Par la seule force de sa volonté et avec l'aide d'un soigneur compatissant, George Arney, Eddie Giacomin relève le défi. J'arrivais à l'aréna à 5h30 du matin et j'endossais mon uniforme sans laisser entrer personne. Le soir, j'étais le dernier à quitter la patinoire parce qu'il fallait que je laisse tremper mes sous-vêtements et mes bandages avant de les enlever. J'ai fait ça durant tout le camp et grâce à George Arney, qui a gardé mon secret, j'ai réalisé mon rêve 5 ans plus tard en accédant à la Ligue nationale de hockey. J'ai disputé mon premier match au Madison Square Garden. J'avais le goût d'embrasser la glace. Je me revoyais en 7e année disant « Je vais être un gardien de la Ligue nationale de hockey. » J'ai cédé 5 joueurs à Providence pour mettre le grappin sur lui. Il était très clair dans mon esprit qu'il serait la pierre d'assise des Rangers de New York pendant 10 ans. Ça a été un des athlètes les plus aimés de New York. C'était amusant de regarder jouer Eddie à cause de son style acrobatique. De son temps, il maniait mieux la rondelle que tout autre gardien dans l'histoire du hockey. Ses sorties avaient un effet magnétique sur le public. Les fans l'adoraient. Il contrôlait la rondelle mieux que personne. Il s'en emparait derrière le but, il la tirait, il la passait. Eddie était le 3e défenseur. Eddie Giacomin avait tout pour plaire à l'esprit new-yorkais. Il était combatif et sympathique. Dans l'histoire de New York, il y a peu de joueurs, et je ne parle même pas des gardiens de but, qui ont eu un tel rapport avec le public. Eddie, 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 scande le Madison Square Garden. Pendant 10 saisons, il protégera le but des Rangers. On comprend que la nouvelle que lui apprend Emile Francis le soir de l'Halloween de 1975 a l'effet d'une bombe. Pour un directeur général, le plus dur, c'est de te dire « Voilà, tu n'appartiens plus aux Rangers de New York. On t'a offert au ballottage et Détroit t'a réclamé. » J'avais une boule dans la gorge. C'est comme perdre un membre de ta famille. C'est la sensation que j'éprouvais quand j'ai vu Eddie sortir de mon petit bureau. Il faisait noir, et il faisait aussi noir à l'intérieur, même s'il y avait de la lumière. Quand Emile Francis a échangé Eddie Giacomin à Détroit, ça a été l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire sportive de New York. 48 heures plus tard, Eddie Giacomin est de retour au Madison Square Garden, cette fois dans l'uniforme des Red Wings. C'est une soirée qu'il n'oubliera jamais. À mi-chemin entre le vestiaire et la patinoire, j'ai entendu « Eddie, Eddie. » Et ça a duré pendant toute la période de réchauffement. Il pleurait à l'autre bout de la patinoire et les fans enterraient l'hymne national. On entendait seulement « Eddie, Eddie ». Les fans de New York l'adoraient. Quand tu as la chance de retourner jouer contre ton ancienne équipe et que tout le monde se met à scander « Eddie, Eddie », ça donne la chair de poule. La clameur était incroyable.
C'était une ovation méritée, tout comme les éloges de la presse et du public. J'étais content pour lui de voir à quel point les fans l'appréciaient. Oui, Eddie était beaucoup aimé à New York. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. L'écusson New York est gravé sur le cœur d'Eddie Giacomo. Rod Gilbert, c'était notre Wayne Gretzky, ou notre Bobby Hall, ou notre Rocket Richard, parce qu'il était notre joueur le plus excitant. On comptait sur lui pour faire bondir la foule de son siège. Rod Gilbert grandit à Montréal, mais joue son hockey junior en Ontario, avec les Biltmores de Guelph. Une carrière prometteuse s'annonce avec les Rangers de New York quand la catastrophe frappe. J'ai eu un accident très tragique sur la patinoire de Guelph, l'avant-dernière joute, parce qu'il y a des spectateurs qui ont lancé des débris sur la glace, et puis j'ai glissé, et puis j'ai tombé innocemment sur la bande, la petite plaquette en bas de la bande, et puis les jambes sont finies. Je peux plus me lever. Le docteur, je l'écoute, il dit, si tu veux continuer à marcher, il faut que tu aies une opération de la colonne vertébrale. On va prendre un os de ta jambe, et puis on va la fuser, puis tu vas être bien. Je te garantis pas que tu vas jouer au hockey, mais tu vas pouvoir marcher. Alors, tu es d'accord? Alors, j'ai dit, faites ce que vous avez à faire, monsieur. Non seulement Gilbert marchera-t-il à nouveau, mais encore atteindra-t-il la Ligue nationale de hockey et les Néons de New York. Ma 4e saison, même histoire. En haut, il a décidé de... Ça allait trop vite, ça allait trop bien. Alors, j'ai réaggravé, j'ai cassé la greffe. L'opération pour refaire la greffe se déroule bien, mais la situation tourne au pire, un jour où la direction des Rangers rend visite aux malades. Et puis j'ai eu une réaction extraordinaire qui s'est produite, que toutes les pilules se sont logées dans mon tube, et puis ça a bloqué complètement, et puis j'ai perdu. Je suis tombé sans connaissance, je me suis étouffé. Il y avait 3 infirmières et 2 médecins qui s'affairaient à son chevet. Moi, je regardais à travers lui, autour de lui. Je pense même m'être penché au-dessus de lui. J'ai dit, il faut que vous le sauviez. Et puis, à un moment donné, j'étais hors de mon corps. Je regardais la gare malade essayer de me faire revivre. Et puis, Émile Francis qui lui disait, ramenez-le, c'est mon meilleur joueur. Madame, faites votre possible. Il était tout énervé, ça bougeait dans la chambre. Je criais après lui parce que je ne voulais pas qu'il baisse les bras. Il n'y a nulle part où aller, tu dois rester, on a besoin de toi. Et puis moi, j'étais très tranquille, j'avais une tranquillité de paix. Mais le fait que Émile Francis m'a rappelé, et puis qui m'ont aidé à déloger ces pilules, et puis qui ont reparti mon cœur, c'était bien. J'ai lu plusieurs articles à ce sujet, mais j'étais loin de penser que j'en serais témoin un jour. J'ai entendu parler de la lumière au bout du tunnel. Je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais connu quelqu'un qui l'a vue, mais je pense que Rod l'a vue cette journée-là. Il était beau gars, il avait du talent et il s'est acclimaté à Broadway aussi bien que tout autre joueur de hockey de New York. Rod Gilbert était le gars aux longs cheveux noirs et l'accent français. Il était l'idole des femmes et il s'habillait chic. Il était fait pour le Big Apple. Il était superbe, presque trop joli pour jouer au hockey, mais quel coup de patin et quel tir! Il était beau à voir. Chaque fois qu'on s'affrontait, je lui donnais des claques ou des coups de poing et il lui surgissait de derrière le filet. Il tentait de me faucher et on n'en finissait pas de s'engueuler. C'était un athlète doué, mais qui en plus aimait jouer au hockey. Il se défonçait à chaque match.
C'était presque une joie de l'affronter, même si je ne l'aimais pas quand on jouait contre lui. Les Rangers de New York de la fin des années 60 ne sont pas des empotés. Le gag line, abréviation de goal game, un but par match, est le cœur de l'équipe. Rod Gilbert et Vic Hadfield sont les ailiers et Jean Ratelle, le centre. Le fait que je jouais avec Jean Ratelle, c'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui me rendait le plus de plaisir, de me placer dans une position où que Jean pouvait me passer la rondelle, et puis aussitôt qu'elle elle était bien placée, je la frappais assez rapidement avec un lancer frappé, et puis le gardien n'avait pas le temps de bouger. Ça, c'était quelque chose. La carrière étoile de Rod Gilbert s'étendra sur 16 saisons avec les Rangers de New York. Quand sonne l'heure de la retraite, l'idole du Madison Square Garden se fait philosophe. Quand je réfléchis sur ma carrière, il y a une force extraordinaire qui se présente et qui me dit « Pourquoi toi, que tu es aussi chanceux, avoir été élu dans ce temple de renommée, c'est certainement un événement d'espoir. » Ça a commencé vraiment quand j'ai eu ma première paire de patins. C'était un rêve. Quand on m'a appelé la première fois pour mettre le chandail du club de hockey canadien, c'était comme un rêve qui venait de se réaliser. Le rêve d'Yvan devient réalité un beau jour de 1963, quand il est invité à rencontrer l'équipe dans un hôtel de Détroit. Alors j'ai dit à Henri, je m'en viens vous aider pour ce soir. Il m'a regardé d'une façon peut-être inquiet, mais par contre, on avait gagné la partie 7-3 et j'avais compté mon premier but ce soir-là. Il est arrivé dans la Ligue nationale précédé de sa réputation de phénomène. C'était une étoile chez les juniors, mais souvent les étoiles juniors ne réussissent pas à s'y imposer. Toe Blake est l'entraîneur du Canadien. Et à ses yeux, même les étoiles juniors doivent rester à leur place. Cournoyer en a bavé. Blake pensait qu'il n'était pas bon en défense et il ne l'utilisait qu'en attaque. Cournoyer a répondu à l'appel. Il n'a pas été beaucoup utilisé pendant la première saison et demie, mais par la suite, tout était parfait. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait le Roadrunner. Il n'y avait pas plus rapide sur patin. Un style qui était marqué par une inspiration pure, par de la vitesse. Il n'y avait pas de plan de match pour ce joueur-là. C'est un peu comme Guy Lafleur. On a vu ça souvent au Québec, ces deux-là. Tu leur donnes la rondelle, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais tu sais qu'ils vont effectuer le travail. Et ça, c'était vraiment Cournoyer. Il était costaud et fort. Un joueur incroyablement explosif qui pouvait atteindre sa vitesse de pointe en quelques enjambées. Il avait aussi un tir fort et dangereux. Il ne savait pas où irait la rondelle, et le gardien non plus. C'était 1 contre 1, le gardien de but ou toi. 1 contre 1. Il faut qu'il t'arrête ou tu comptes un but. Son visage était plein avec joie quand il avait compté une but. Il aimait les défis inhérents au match. Quand il se faisait frapper dur, il se remettait tout de suite sur pied, avec un grand sourire, comme pour dire « Hey, j'ai frappé quelque chose. Ça fait mal, mais c'était fantastique. Et je suis prêt à recommencer. » Cournoyer était comme ça. S'il fallait défoncer un mur, il était prêt à le faire. Et tous ses adversaires le savaient. Il lui fallait gagner à tout prix. On avait beau le frapper à la tête, rien ne le dérangeait. Il revenait à la charge.
Sa passion pour le hockey et son talent incommensurable valent à Yvan Cournoyer d'être sélectionné au sein d'Équipe Canada, qui livre la bataille aux Soviétiques en 1972. 3 années plus tard, Yvan succède à Henri Richard, à titre de capitaine du Canadien. Pour être le capitaine du Club de hockey canadien, premièrement, les joueurs m'ont choisi. Et c'était vraiment un honneur, après avoir vu Maurice Richard, Jean Béliveau, Henri Richard, les succéder. L'année suivante, en 1976, Yvan relève un grand défi. Aider le Canadien de Montréal à accéder à la finale de la Coupe Stanley contre Philadelphie. L'orientation future du hockey est à l'enjeu. Et finalement, la finesse a le pas sur la force brute et l'intimidation. C'est la première de 4 Coupes Stanley d'affilée. Mais Yvan Cournoyer, affligé par des maux de dos, ne disputera que 2 des séries. Malgré 2 opérations, Yvan garde espoir. On jouait contre Philadelphie. J'avais compté 2 buts ce soir-là. J'avais dit à mon garçon qui était très jeune à ce temps-là, j'ai dit « Ton père va revenir ». Et le lendemain, j'avais pas été capable de sortir du lit, de me lever. Alors, c'est là que j'ai pris la décision de me retirer. Yvan Cournoyer prend sa retraite en 1979. Fort de 10 Coupes Stanley au fil d'une carrière de 16 ans, le Roadrunner sera toujours un champion dans le cœur des partisans du Canadien. Avoir joué Yvan Cournoyer, on avait une image tellement positive du hockey. Il semblait tout faire de la bonne façon. Quand tu es jeune, tu te fais tout un cinéma, mais sans jamais penser que ça va arriver. Et puis, du jour au lendemain, te voici au Forum de Montréal, dans un vestiaire peuplé de personnes qui n'existent que sur un écran de télévision. Mais ces personnes, tu vas bientôt partager avec elles la même patinoire. Une patinoire qui n'existe que sur un écran de télévision. À la fin, tu te dis que ce sont eux qui sont vrais et que toi, tu es l'intrus. Mon premier souvenir, c'est quand je jouais dans l'allée. Il y avait la balle et une grosse porte de garage et je tirais la balle sur la porte. La beauté de la chose, c'est que ça te permet d'être à la fois le tireur et le gardien. Plus fort tu frappes la balle, plus vite elle revient vers toi. Les autres enfants étaient à la maison à faire la sieste de l'après-midi, mais moi, j'étais dans l'allée. Je venais d'avoir 6 ans quand mon père, pour une raison que lui seul connaît, a décidé de paver la cour. Toutes les maisons du quartier avaient une cour gazonnée, mais il a décidé d'asphalter la nôtre parce qu'il pensait à nos jeux. Ce qu'il y a de bien avec le hockey bottine, c'est qu'il te permet de changer de peau à volonté. Tu décris la partie et tu deviens Foster Hewitt. Mais tu es aussi Gordie Howe et Frank Mahovlich, Glenn Hall et Terry Sawchuk. Bien sûr, si tu décris ta propre partie, tu te donnes de beaux rôles. Tu es une étoile. J'ai grandi à Islington, en Ontario. J'ai joué au hockey bottine dans la cour, au hockey mineur avec Humber Valley, au junior B avec Etobicoke et ensuite au hockey universitaire. Pendant tout ce temps, j'étais convaincu qu'il était impossible de franchir la distance qui me séparait du Maple Leaf Gardens ou du Forum de Montréal. Le fait qu'un sport soit télévisé l'élève à une telle hauteur que tu as l'impression que l'expérience est hors de portée et que tu ne pourras jamais la vivre. Mais Ken Dryden la vivra, cette expérience. Il garde le but de l'Université Cornell avant de se joindre aux Voyageurs de la Nouvelle-Écosse. En 71, la Ligue nationale lui fait signe par le truchement de l'entraîneur Floyd Curry. Nous étions dans le vestiaire. Il s'est approché et m'a remis le billet d'avion. C'était comme au cinéma.
Le geste suffisait. Pas besoin de dire « tu t'en vas à Montréal ». Non, tu remets simplement le billet d'avion. Le voici. Prends-le. Après seulement 6 matchs dans la Ligue nationale, Dryden garde le filet pour la première fois en série face aux Bruins de Boston. Mais c'est à Boston qu'il jouait ses meilleurs matchs. Contre les Big Bad Bruins du temps, le Canadien avait énormément de difficultés à commencer ses matchs, se faisait bousculer en première période et Ken Dryden tenait le fort en attendant que ses coéquipiers retrouvent leurs jambes en deuxième et en troisième période. En finale, Montréal affronte Bobby Hull et les Blackhawks de Chicago. Dryden est sensationnel tout au long des 7 matchs. Montréal remporte la coupe et Dryden mérite le trophée Conn Smythe à titre de joueur par excellence des séries. Il a démontré une grande force de caractère. C'était une recrue, mais qui a très bien joué dans les circonstances. On aurait dû deviner tout de suite que ce type était une personnalité hors de l'ordinaire. Quand un mauvais nageur tombe à l'eau, il ne se soucie pas de l'élégance de ses mouvements. L'important, c'est de garder la tête hors de l'eau. À la fin des séries, cette année-là, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi. Tout va bien. Mais je me rappelle qu'au camp d'entraînement, la saison suivante, je me demandais si tout ça n'était pas une illusion, si la réalité n'allait pas reprendre le dessus et si je n'allais pas redevenir le gardien de Humber Valley. Mais Dryden n'a pas à s'inquiéter. Du haut de ses 6 pieds 4 pouces et fort de ses 210 livres, c'est un compétiteur formidable. À sa première saison régulière à temps plein, il gagne le trophée Calder de la meilleure recrue. Dryden était si imposant qu'il faisait craquer beaucoup d'équipes. On avait l'impression de tirer sur un mur. Sa taille n'expliquait pas tout, mais il avait un avantage sur la plupart des autres gardiens. Même par terre, il couvrait une large partie du but. Il était très difficile pour les joueurs les autres équipes qui n'étaient pas vraiment les compteurs naturels de trouver les places de lancer leur rondelle. Ken était là devant le cage et il est difficile de trouver un trou derrière lui. Contre le Canadien, les chances de marquer étaient rares. Il fallait d'abord les ralentir, leur enlever le contrôle de la rondelle et tenter de traverser leur ligne bleue. C'était une question de fraction de seconde. Et finalement, tu disais, non, ça ne va pas marcher. Quelle que soit la situation, il y avait toujours Dryden. Je me disais, il n'a pas beaucoup de boulot. Il n'a qu'à faire 1 ou 2 arrêts clés. J'ai compris plus tard qu'il n'était pas facile de faire un arrêt crucial à la fin d'un match ou encore être 10 minutes à ne rien faire avant de bloquer 3 tirs de suite qui auraient dû résulter en un but. Dryden était toujours là au bon moment. C'était un compétiteur féroce. Il était assez malin pour comprendre qu'il ne devait jamais tenir la victoire pour acquise. Il ne relaxait jamais, même contre des équipes faibles. Il est vrai que les statistiques sont remarquables. Certaines années, nous avons perdu 8, 10 ou 12 parties seulement durant toute la saison. Mais on ne perdait pas non plus les matchs hors concours avant la saison régulière. Même chose dans les séries. Il y a des années où nous n'avons perdu qu'1, 2 ou 3 parties durant toutes les séries. On ne savait pas comment perdre. En plus de dominer les séries de la Coupe Stanley, nous dominions la saison régulière et le camp d'entraînement. Dès qu'il y avait le moindre enjeu, nous étions imbattables. Au fil de 8 remarquables saisons avec le Canadien, Dryden gagnera 5 trophées Vezina, sera sélectionné à 5 reprises au sein de la première équipe d'étoiles, remportera 6 Coupes Stanley, en plus de compléter ses études en droit. Mais à ce jour,
un moment dépasse tous les autres pour l'émotion. Pour tous ces protagonistes, la série du siècle en 72 reste probablement le souvenir le plus cher. Peu importe le nombre de coupes Stanley ou de buts, il y a cette invraisemblable série. Une page d'histoire est sur le point de s'écrire et tu es l'un des personnages. Ça a été à la fois le pire et le plus beau des moments. Quand le pire et le meilleur coexistent, ça donne un moment vraiment très spécial. It's the most special of times.